Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Chaque année, ou presque plusieurs pays africains font face à des pluies diluviennes, créant souvent des inondations spectaculaires. Ces inondations entraînent des pertes en vies humaines, la destruction des biens et certaines personnes se retrouvent sans abri. Des pays comme le Sénégal, le Niger, le Soudan, le Cameroun, pour ne citer que ceux-là, ont enregistré des dégâts matériels considérables cette année et les années antérieures. Ces inondations, est-ce juste la résultante du changement climatique? Quelles solutions pour faire face à ces récurrentes inondations en Afrique? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Oumar Cissé, ingénieur polytechnicien en génie civil, urbaniste et environnementaliste, directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine. Vous êtes aussi auteur du livre Les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci aussi. En face de vous, nous avons également Abdou Birahim Diop, ingénieur aménageur titulaire d'un DS en administration des collectivités locales, master maintenance et gestion des équipements. Vous êtes aussi directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Merci d'être là. Merci madame. Alors, plusieurs pays africains vivent des moments difficiles en cette période d'hivernage. On note des pertes en vies humaines et matérielles, je le disais tout à l'heure. Peut-on dire que cela est juste dû au changement climatique, docteur Cissé? Merci madame. Donc, je vous remercie de l'invitation. C'est une télévision que je connais. Je pense qu'une fois on m'avait invité un an ou des trucs pareils. Mais donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très content de partager le plateau avec mon ami Birahim. Donc, oui et non, quoi. Oui et non, parce que il est vrai que, quand je prends le Sahel, nous avons connu quand même une période de sécheresse très intense autour des années 70. Tout le monde en avait en souvenance, quoi, avec tous les ravages que ça a fait, qui a fait que beaucoup de personnes ont migré des zones rurales vers les zones urbaines, et ainsi de suite. Nous avons aussi un retour des pluies ces dernières années. Quand même, on peut dire que depuis 2005, depuis 1989 ou 2000, il y a un retour quand même des pluies à la normale. Ce que ça occasionne, c'est dans un tel contexte, si on n'avait pas bien géré l'urbanisation, parce que quand même, rappelez-vous qu'il y a une trentaine d'années, nos pays étaient essentiellement peut-être ruraux. Maintenant, je te dis, prenons le cas du Sénégal, mais on s'approche des 50% d'urbain. Ça veut dire qu'il y a eu un phénomène d'urbanisation qui a eu lieu. On va en parler tout à l'heure. Ce phénomène d'urbanisation... Est-ce que vraiment c'est un problème, quand vous disiez oui et non? Vous voudriez bien savoir si c'est dû à un changement climatique. Vous avez dit, si cette urbanisation se déroule dans des zones sans être encadrée, on a un outil pour l'encadrement, c'est la planification. Si ça se déroule sans être encadré, les gens s'installent dans des endroits qui ne sont pas propices. Si ces endroits, maintenant, c'est des endroits inondables, si les pluies reviennent à la normale, on a la catastrophe. Donc voilà, c'est pour résumer. Maintenant, pourquoi je dis oui et non? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de pluies qui n'avaient pas eu lieu. Je donne un exemple cette année. Même je donne l'exemple de l'année passée. Vous vous rappelez la pluie du 5 septembre 2020 qui avait fait ce tollé-là au niveau de Dakar. À l'époque, même chose aussi, il y avait des pluies au Niger, au Burkina, et ainsi de suite. Vous vous rappelez tout le débat qu'il y a eu lieu? Mais supposons qu'on est dans la banlieue autour de 100 mm, 105 mm. Mais je vous rappelle que, par exemple, en 2012, on a eu, le 26 août, une pluie de 160 mm dans la banlieue, avec 150 mm presque en 2 heures de temps. Donc je vous dis, si ces pluies ont eu lieu, et comme elles avaient lieu, on a mis en place tout un programme pour maintenant les anticiper et les gérer. Si 15 ans, 12 ans après, on a les mêmes phénomènes, ça veut dire que ce qu'on a fait n'a pas porté ses fruits. Même si, sur le plan global, les changements climatiques existent. Mais faisons attention. Par rapport à la pluviométrie, notamment en Afrique, quand on parle de changement climatique, on parle de variabilité climatique. Ça veut dire qu'on peut même avoir d'autres années où il y aura encore des sécheresses. Faisons attention, où il y aura moins d'eau. Ça peut avoir des pluies maximales comme des pluies minimales. Mais je dis, pour résumer la question, si nous avons connu des pluies si vous remontez sur les 50 dernières années, les pluies qui font l'objet des inondations, beaucoup de ces pluies se sont répétées plusieurs fois. Et on a essayé de mettre en place des plans qui n'ont pas donc marché. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se
caché derrière l'urbanisation, derrière les changements climatiques. Oui. Même si les changements climatiques existent. Alors, Monsieur Diop, docteur Cissé le disait tout à l'heure que c'est un phénomène récurrent, le phénomène des inondations. On va parler quand même du Cameroun. Le Cameroun, par exemple, ploie sous l'eau à chaque saison des pluies. Et ce n'est pas seulement le Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut citer également d'autres pays. La question qui se pose actuellement, pourquoi cette situation perdure? Pourtant, il y a des initiatives qui sont prises par les gouvernements africains. Tout à fait, madame. Vraiment, je me permets de vous dire que c'est avec un réel plaisir et même un honneur que de partager le plateau avec Dr Cissé, qui fait partie vraiment des pionniers de ce que nous sommes en train de faire en Afrique, partout, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Donc, pour revenir à la question, je dirais qu'aussi, le changement climatique ne saurait à lui seul expliquer donc ce phénomène récurrent d'inondation que nous connaissons en Afrique. Je pense que pour vraiment bien maîtriser cette question, il faut faire une analyse systémique de la situation. Le changement climatique fait partie de l'analyse. C'est un intrant qu'il faut prendre en compte. Mais aussi, et surtout aussi, il y a le problème d'aménagement du territoire. Un problème aussi d'urbanisation. Et tous ces phénomènes individuels, la croissance démographique, l'urbanisation galopante, tout ceci concourt à vraiment ce que nous sommes en train de voir en Afrique depuis vraiment quelques années, depuis bientôt 2 à 3 décennies, avec donc le retour vraiment des pluies. Et ceci n'importe même pas seulement à l'Afrique. On a vu cette année dans les pays comme l'Allemagne, la Belgique, et c'est des pays pourtant qui sont très développés, où ce phénomène naturel est en train de s'opérer et qui a connu vraiment des dimensions jamais égalées, avec des dizaines et des dizaines de morts en Allemagne comme en Italie. Donc ceci, quand cela se produit dans les pays vraiment à faible revenu, des pays en développement, vraiment ça pose problème. Mais ce qu'il faut donc vraiment dire d'emblée, c'est qu'ici l'urbanisation est mal maîtrisée. Ce qu'il faut dire aussi en Afrique, c'est que la croissance démographique est galopante. On va y revenir. Je voudrais quand même qu'on parle d'Éthiopie. En 2020, parce que tout à l'heure vous avez parlé également de l'année dernière, les inondations ont causé beaucoup de problèmes à ce pays-là, pas seulement l'Éthiopie, mais on va rester quand même sur cet aspect, sur ce pays-là. Les inondations causées par des fortes pluies saisonnières ont fait monter le niveau du Nil d'environ 17 km et plus de 100 000 maisons ont été touchées en 2020. Ces inondations observées en Afrique entraînent l'arrêt de plusieurs activités économiques. Et derrière, il y a également des initiatives qui sont prises en octroi des financements aux populations. Est-ce que cela est suffisant ? Moi, je pense que ici, en parlant d'inondation, il ne faut pas aussi occulter aussi un autre problème. C'est aussi les crues, le phénomène des crues. C'est donc le fleuve, les rivières qui débordent vraiment de leur lit, ou bien des barrages qui ne peuvent plus tenir et qui sortent vraiment de leur lit et qui envahissent donc les domiciles. Donc pour faire essayer de faire un peu de différenciation entre les inondations et donc les crues. Et aussi, il faut aussi prendre en compte une chose qui est vraiment importante. Dans nos pays, et même aussi actuellement c'est un fait mondial, l'urbanisation a fait qu'actuellement la croissance démographique a fait que maintenant nous avons presque, depuis 2008 ans, la population urbaine a atteint 50% de la population mondiale. Et donc ça occasionne vraiment une pression importante sur les ressources naturelles. On va en parler dans les détails. J'aimerais bien que, docteur, si vous pouvez réagir par rapport à cela, justement. Je pense que, oui, mon ami Ibrahim l'a précisé, l'inondation peut être d'origine pluviale. L'inondation peut être aussi sur débordement du lit d'un cours d'eau. Par exemple, quand les gens s'installent dans un lit de cours d'eau, avec les phénomènes de crue, ça peut déborder. Quand on parle de pluie, même de crue, on parle de période de récurrence. C'est-à-dire, cette pluie-là, est-ce que chaque 10 ans, on a une pluie pareille? Ou bien elle n'arrive que dans 100 ans? Si vraiment cette pluie que nous vivons n'arrive que dans 50 ans, bien sûr, on aura beaucoup plus de problèmes parce que
Même dans les zones que nous allons essayer de corriger, par exemple, dans la banlieue, il y a eu des travaux qui ont été faits dans certaines communes. Dans la banlieue dakaroise. On va y revenir, mais de façon générale... C'est pour donner un exemple. Ce n'est pas pour dire que les problèmes se posent. Je dis même dans une zone qui a été traitée, quelle que soit une zone qui est déjà occupée, où on a tenté, tant bien que mal, de restructurer, de mettre des ouvrages. Mais les ouvrages qu'on va mettre, on les cale sur une récurrence, par exemple, de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que si tu mets des ouvrages calés sur 100 ans, ce sera d'immenses ouvrages. Ce n'est pas possible. Donc tu es obligé d'être réaliste, de faire un compromis, de les caler sur 10 ans. Donc si une pluie de 100 ans, qui n'a lieu que ça 100 ans vient, oui, il y a un problème. Maintenant, quelquefois, mais on assiste à des pluies qui ont lieu chaque 5 ans, ainsi de suite. Donc il y a possibilité. Il y a possibilité d'anticiper, il y a possibilité aussi d'essayer de résorber la situation. Il n'y a pas de doute, il y a un retour à la normale après une longue période de sécheresse. Il n'y a pas de doute. Nous avons nos villes, même s'il n'y avait pas des inondations, nos villes sont malades. Vous avez vu nos villes? Vous avez vu comment nous sommes installés? L'installation des populations, des ménages, des activités économiques en ville n'a pas été anticipée correctement. Ce que ça crée, on s'installe dans des zones qui ne sont pas propices. Quand on fait de l'aménagement d'une ville, quand on fait de la planification urbaine, on dit ici c'est dédié, ici c'est une forêt, ici c'est une zone inondable, ici c'est une zone habitable, et c'est comme ça qu'on aménage. Maintenant, si ça, le dire n'est pas suffisant. Avoir le plan, ce n'est pas suffisant. Il faut que le plan, les populations le comprennent. Même si elles le comprennent, il faut les accompagner pour qu'elles s'installent dans les endroits les plus propices. Même si les populations s'installent dans les endroits les plus propices, il arrive aussi qu'il faut un ensemble d'infrastructures pour les accompagner. S'il y a une occupation informelle, ça veut dire quoi? Si on te dit que par exemple une zone comme Pikine est presque à 42% informelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'inondation, vous allez avoir des difficultés pour avoir des routes, vous allez avoir des difficultés pour avoir de l'assainissement, vous allez des écoles, c'est normal. L'anticipation, c'est le fait de la planification à différentes échelles, depuis l'aménagement du territoire jusqu'à la planification immédiate ou les plans détaillés. Et ça, le faire c'est bien, mais veiller à ce que les populations aussi le comprennent. C'est encore mieux d'accompagner les populations pour qu'elles s'installent dans les endroits les plus propices. C'est encore davantage mieux que quand les gens doivent s'installer, même si c'est un endroit propice, si on ne veille pas à mettre en place les infrastructures adéquates ou les emprises adéquates, il y aura aussi des problèmes. Alors, M. Diop, est-ce que ces intempéries remettent-elles en cause les politiques des gouvernements africains? Ah oui, ça je dirais, je vais répondre par l'affirmatif. Pourquoi? Comme nous le constatons dans nos pays, dans les pays africains, à chaque fois que la saison des pluies, ou bien à chaque fois qu'il y a une pluie diluvienne, ça remet en cause toute la planification qu'on avait faite auparavant. Et ça pose donc un problème de maîtrise des outils d'aménagement du territoire. Ça pose des problèmes, des outils d'urbanisation dans nos pays. Et donc, ceci doit nous pousser à réfléchir davantage, à prendre en compte la planification au niveau de nos États. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme le docteur vient de le dire, en Afrique, souvent, on s'installe dans des zones non édificantes, dans des bas-fonds, dans des zones où vraiment c'était des zones de crues, dans des périodes de forte pluviométrie. Et avec donc la sécheresse qu'on avait connue dans les années 70-80, les gens sont venus habiter dans des zones inondables. Et quand la pluviométrie revient, aussitôt on constate. Et les États sont là. Et souvent, gérer, comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Et quand on laisse des gens habiter dans des bas-fonds, dans des zones non planifiées, où il y a absence totale de VRD, il n'y a pas de réseau d'assainissement, des eaux usées, il n'y a pas de réseau aussi. Même pour l'addiction en eau potable, il y a des zones, il y a des difficultés pour accéder même aux services sociaux de base. Donc, quand il y a, avec le retour des pluies, on se rend compte que c'est l'échec total des politiques de planification, d'urbanisation et d'aménagement. Et donc, quand les populations, ils sont là souvent avec des connaissances purement empiriques.
ceux qui sont des sachants, ceux qui sont les gouvernants, qui maîtrisent l'occupation, qui doivent maîtriser leur espace naturel, les zones aussi d'activité, les zones aussi d'habitat. Quand on fait un permis, quand on avec l'urbanisation galopante, mais les populations sont laissées à elles-mêmes. Et donc, moi je pense que l'Afrique, dans nos pays, nos gouvernants doivent vraiment, et je pense que ça doit dépasser même l'échelle État, au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations sous-régionales, on doit vraiment beaucoup prendre en compte les questions liées à l'aménagement du territoire, les questions liées à l'urbanisation. Si on ne maîtrise pas ces questions, on va toujours vraiment la récurrence de ces catastrophes naturelles qui sont vraiment réglées par ailleurs. Par ailleurs, dans d'autres zones, dans d'autres continents, ces problèmes-là, quand ça vient, c'est un phénomène vraiment surnaturel même, je peux dire. C'est des problèmes vraiment qui sont surnaturels. Mais ici, souvent, nous, on a un problème d'eau. On a un problème de maîtrise d'eau. Et pourtant, toute cette eau qui vient, qui devait être une manne pour nos pays, ça crée des catastrophes. Et qu'est-ce qu'on fait? On finit par donner des mesures qui sont des palliatifs. On canalise l'eau vers la mer. Alors qu'on a besoin de cette eau pour vraiment faire des cultures foragères, pour nourrir les animaux. On a besoin de cette eau. Vous avez déjà commencé à donner des solutions. Justement, je compte sur vous pour nous donner des solutions. Juste après, vous avez dit que les populations sont laissées à elles-mêmes. Et tout à l'heure également, Dr Cissé, vous nous avez expliqué pourquoi cette situation perdure de façon générale. Et là, nous allons parler du Sénégal. Pourquoi justement cette situation perdure au Sénégal? Qu'est-ce qui l'explique? Mais c'est les mêmes causes feront les mêmes effets. Vous savez, le tableau qu'on a peint quand on a parlé du Burkina, du Sénégal, du Niger, c'est que la question de la malurbanisation, elle est présente. Vous savez, on ne peut pas demander à un ménage, ouais, vous devez chercher l'endroit le plus propice pour vous installer. Ça n'a aucun sens. Nos populations sont des populations à faible revenu. Elles migrent en ville ou bien elles sont en ville, elles cherchent des opportunités économiques. Elles sont censées se rapprocher le plus possible de là où se déroule l'activité économique. L'accès au sol dans nos pays est une catastrophe. Dans ce pays-là, par exemple, qui est le mien, vous savez, demander à un ménage d'aller chercher. J'ai entendu les gens dire, oui, les ménages doivent savoir qu'un terrain, ça se vend devant un autre. Ça, c'est des histoires, ça. Ça, c'est de la fiction, ça. Ça, c'est vraiment rêver, quoi. Qui peut acheter un terrain devant notaire? Ce terrain-là, il coûtera combien? Mais il ne faut pas rêver, quand même. Ces populations se battent, épargnent de leurs familles, de leurs enfants, tontines, tout ça, pour acheter un terrain à 1 500 000 ou à 2 millions. Ce terrain ne peut pas être acheté devant notaire. C'est un terrain sûrement qui se trouve dans des endroits qui n'est pas propice. C'est un terrain qui se trouve sûrement dans des zones qui n'est pas viabilisée. Ce n'est pas la responsabilité des populations. Elles ne peuvent pas vivre sous le ciel. Il faut qu'elles vivent sous un toit. Pour leur famille, pour leur dignité. Qui doit rendre l'accès à ce sol équipé, aménagé, disponible? Ce n'est pas ces populations. Vous savez combien de parcelles sont aujourd'hui disposées de titres fonciers? Peut-être qu'il n'y en a même pas 2%. Alors, ce serait difficile de déplacer ces populations, d'où justement l'importance de ce plan qu'on appelle Orsec, que le gouvernement a lancé. Je donnais un peu quand on parle on incrimine les populations. Moi je distingue deux choses. Il y a le stock, la situation, les populations qui sont déjà installées en banlieue dans des zones inadéquates. Il faut corriger ça, mais il faut aussi, pour les arrivées prochaines, mais chaque année, je donne un exemple. Dans la région de Dakar, chaque année, il y a 100 000 personnes nouvelles. Donc, il faut anticiper. Vous croyez que c'est terminé? Il faut penser à l'avenir. Donc, il y a deux pans. Sur ceux qui sont présents, il y a des efforts qui ont été faits. Mais, je dis, mais, même si tu veux, les populations qui sont installées dans certains endroits qui sont inadéquats, même si tu veux mettre les infrastructures correctives, il faut reloger certains.
Certains qui sont situés sur des voies d'eau, tu es obligé de les enlever et de les reloger. Certains qui sont situés sur les points bas, tu es obligé de les enlever et de les reloger. Maintenant, il faut même aller plus loin. Vous savez, ici, souvent, aujourd'hui, il y a 2 instruments dont on parle beaucoup. On parle du plan décennal. On a dit, au Sénégal, en 2012, il y a eu un plan pour 10 ans qui devait apporter des solutions durables à la question. Ce plan autour de 766 milliards. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que 485 milliards dans ce plan devaient être dédiés au relogement, à la restructuration des quartiers, à la requalification des sites inondables et même à la planification urbaine. Aujourd'hui, on est en train de dire que oui, on a dépensé 511 milliards. Moi, je pose uniquement une seule question. J'aimerais bien que vous m'indiquiez, sur ce volet-là, relogement, restructuration, requalification, planification urbaine, qu'est-ce qui a été fait? Parce que les ouvrages, c'est bien beau, oui, ça fait partie. Avoir des ouvrages dans des bassins, des canalisations, oui, ça fait partie. Mais ce volet-là aussi est extrêmement important parce que même si tu veux que les ouvrages puissent être construits, tu as intérêt à libérer les espaces où ces ouvrages doivent être construits. Et mieux, même le plan, il y a eu un plan de détail, d'urbanisme de détail en 2017 qui est sorti au Sénégal. Ce plan, et quand j'évalue le budget pour la réalisation, on parle de 338 milliards sur 34 activités. Une seule activité, elle consistait à la restructuration des quartiers. Avec presque 280% du budget, 275 milliards, pour restructurer 22 km². Prenez l'exemple de la zone de Pikine-Guédiawaye, autour de 100 km². Voilà, bon Dieu, oui. Tu parles de restructurer au moins 22 km². Mais, comme on dit, où est-ce qu'on a restructuré? Parce que, voilà les solutions. Sur le stock, je ne parle pas d'anticiper pour l'avenir, je parle sur le stock. Sur le stock, tu as besoin, de libérer les zones, les points bas, les zones inondables. Tu as besoin de libérer les voies d'eau. Si tu les libères, forcément tu reloges les populations. Mais mieux, ce n'est pas terminé. Tu as besoin aussi de restructurer. Parce que souvent, c'est les zones non loties. Tu es obligé de redresser les populations pour avoir des emprises qui te permettent d'installer des canaux, de drainer, de faire du drainage secondaire, et ainsi de suite. Donc ça, la restructuration, elle coûte très cher et elle est très lente. Alors, docteur Cissé parle justement de ce plan Orsec. Est-ce que vous pensez que le plan Orsec, c'est uniquement un plan de secours? Oui, le plan de secours. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit, est-ce que vous pensez que l'État sénégalais doit fournir encore beaucoup d'efforts? Bon, moi, madame, je dis que, comme il vient de le dire, le plan Orsec n'est rien d'autre qu'un plan d'organisation des secours. Oui. Donc, il y a déjà sinistre et il faut organiser des secours pour soulager les populations. Alors qu'il faut prendre le problème en amont. D'abord, c'est quoi? C'est la prévention. Faire de telle sorte que cette récurrence des inondations, que ce phénomène vraiment qui fait que chaque année, des milliers de populations sont englouties sous l'eau, que cela ne se passe pas. Et ça, pour ça, il faut vraiment une politique cohérente d'aménagement du territoire. Il faut une politique cohérente d'urbanisme. Quand on fait un plan directeur d'urbanisme qui aboutit à un lotissement, donc c'est ça la finalité. Le logement, qui est un droit inaliénable, l'accès au logement est un droit fondamental. Tout un chacun a droit à avoir une parcelle pour s'y loger et sa famille. Mais quand on fait des lotissements et on met des lotissements à des prix prohibitifs, le commun des Sénégalais, même le citoyen moyen, n'a pas accès à la terre. C'est à des prix prohibitifs. 1 million de francs le mètre carré, 500 000 francs le mètre carré. Quel est l'Africain qui a la possibilité vraiment d'accéder à la propriété foncière quand on connaît le niveau des salaires? Et ça pose problème. Et nous, quand on organise des plans Orsec, on prend par-ci par-là 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Même des élections ont été repoussées, des institutions ont été cassées, ici par exemple au Sénégal, pour mettre en place ce qu'on appelle le plan décennal de lutte contre les inondations. 2012-2021. Donc nous sommes à 1 an et le phénomène reste entier. Et je pense que par le passé aussi, il y avait un plan Djahaï qui avait fait qu'on avait repoussé des élections, qu'on avait dissous aussi des institutions, et jusqu'à présent le problème reste entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'Afrique
En Afrique, on doit... Et ce qui se passe ici au Sénégal, se passe dans d'autres pays africains. Mais il y a aussi un aspect de canalisation. On voit quand même la responsabilité des populations. Certaines personnes déversent des ordures. Mais la les populations, est partagée, les populations ont bon dos. Quand on met les populations dans une zone où l'accès des camions d'évacuation des ordures pose problème, quand on installe des populations dans des bas-fonds, quand on ne met pas à leur disposition des services sociaux de base, mais l'homme consomme, et quand on consomme, on produit des déchets. Et ces déchets-là, il faut les mettre quelque part. Il ne faut pas les mettre à l'intérieur de la concession. On les sort. C'est parce que les politiques urbaines ont failli dans nos pays. Les politiques urbaines ont échoué dans nos pays. C'est la raison pour laquelle il faut repenser la ville africaine. Il faut repenser l'habitat africain. Et donc, ça, ce n'est pas les populations qui doivent le faire, mais c'est les gouvernants qui ont un rôle essentiel dans donc, la planification urbaine, dans la planification de nos villes. Et ça, si on le réunit, l'Europe a connu ça, ça fait maintenant 2 siècles, 3 siècles. L'Asie aussi, quand on connaît l'Asie mineure, avec les crues, les inondations. Et ça, c'était des phénomènes qui étaient beaucoup plus complexes que ce que nous rencontrons en Afrique. Ça, c'est des lits, c'est des fleuves, c'est des lits, c'est des tsunamis que nous connaissons là-bas. Prions le ciel pour que l'Afrique ne connaisse pas de tsunami. Sinon, ce serait terrible pour ce continent. Il faut vraiment que nos dirigeants, et il y a vraiment des ressources humaines qualifiées, il y a des ressources humaines qui sont en train vraiment de s'exporter même hors du continent africain. Vous savez, monsieur, le docteur Cissé, mais même dans les pays, en Amérique du Nord, au Canada, il fait des interventions. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser? Justement, nous comptons sur vous, justement les personnes ressources, mais le temps nous est imparti. Désolé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était très intéressant. Merci pour vos éclairages. Merci. Nous avons reçu sur ce plateau Dr Omar Cissé. Vous êtes ingénieur polytechnicien en génie civil, urbaniste et environnementaliste, directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine. Vous êtes aussi auteur du livre Les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale. Merci beaucoup. C'est moi. Merci également à vous, Monsieur Abdou Birahim Diop. Vous êtes ingénieur aménageur titulaire d'un DS en administration des collectivités locales, master maintenance et gestion des équipements. Vous êtes aussi directeur du développement urbain de la ville de Dakar. Merci à vous. Merci, madame. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Média.